Pour connaître nos droits et les faire valoir, informons-nous sur conseilnational.fr. En 2017, pendant la campagne présidentielle, on a pu entendre « Ceci est notre projet ». Oui, le tentateur avait parlé, mais hélas, d'un projet de démolition de la France. Depuis, nous avons connu la destruction de l'hôpital, des acquis sociaux, de la retraite, le chômage, le système de santé, l'éducation. La liste est longue et je n'ai pas le temps. Penchons-nous plutôt sur la reconstruction. Oui, restructurer le pays afin de trouver le bien-être. C'est un petit peu notre but au CNTF-CH. Allez, soyez les bienvenus. Voici la France libre avec Philippe, avec Christiane, avec Jean-Pierre, avec Bruno et avec vous, messieurs, dames. Bonsoir, bienvenue. La France libre. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir à tous et à toutes. Alors, je vais bien commencer par un petit bout d'actualité et après je cède la parole. Alors, on s'aperçoit aujourd'hui dans la série des belles choses, c'est que le Groenland n'est pas du tout en train de perdre sa glace et on est en train de battre un record historique d'épaisseur de la glace du Groenland à date. L'origine de ces calculs vient de 1981, enfin date de 1981. Donc, vous voyez, on a un record de froid au Groenland, hein. Voilà, juste pour illustrer la notion de réchauffement climatique, dont on nous dit toujours que c'est pas forcément que du réchauffement, mais c'est de la perturbation climatique. La seule chose que je vois de perturber, c'est leur discours, hein, personnellement. Ensuite, nous avons quoi? La restauration rapide aux États-Unis, les McDo, on va les citer, hein, devient un luxe. Bah oui, parce que en 2019, pardonnez-moi, en 2019, le Big Mac coûtait 3,99 € et en 2024, il coûte 8,29 €. Le Big Mac. Donc, ça fait plus que doubler en l'espace de 5 ans, quoi. Voilà. Donc, on peut comprendre que les gens qui sont en difficulté économique ne peuvent plus aller même se payer un Big Mac chez McDo. Et donc, ça fait baisser la fréquentation, etc. Oui. C'est plutôt une bonne nouvelle, ça. Oui, c'est attaquer les gens par le ventre. Non, mais je veux dire, c'est une bonne nouvelle par rapport au fait que c'est quand même de la bouffe très mauvaise et oui, très mauvaise pour la santé. Mais après, ça veut dire que les autres, la nourriture, la bonne nourriture a pris aussi un prix énorme, quoi. Oui, ça, elle est destinée aux ultra riches désormais, cette bonne nourriture. Voilà. Si le McDo est cher aux États-Unis, alors j'imagine que la bonne bouffe doit être encore plus chère, ça doit être astronomique. Exactement, j'ai pas tous les prix, mais j'avais ceux-là, c'est intéressant. Et puis on a encore arrêté un collaborateur de Monsieur Fauci, dont on n'a plus de nouvelles, Monsieur Fauci. Hein. Vous vous souvenez qui est Monsieur Fauci? Il était à l'origine de la théorisation de la pandémie du Covid-19. Et on n'a plus de ses nouvelles. Et un de ses collaborateurs qui a été arrêté encore une fois par le JAG, c'est-à-dire l'autorité la plus importante de l'armée américaine. Voilà. Une chose, faciliter, privilégier les circuits courts. Hein. Oui. Pour la nourriture, particulièrement. Pour la nourriture. Ah oui, pour la nourriture, oui. Chez soi. Non, mais les circuits courts pour les humains, non, on n'en parle pas. Ils en ont déjà fait, ça. Voilà, donc moi j'ai fait le coup de tour de ce que je voulais dire en intro. Je vous laisse la parole. Je voulais parler de quelque chose de très intéressant qui est lié d'ailleurs un peu avec le sujet d'aujourd'hui que vous allez voir tout à l'heure. C'est que j'ai participé depuis 2 jours à un séminaire qui s'est tenu en Espagne. Un séminaire qui au départ était considéré comme un séminaire sur les affaires, parce que comme nous on le préconise au Conseil national de transition français Canal historique, on a toujours dit, et ça on le dit dans la commission communication et aussi dans la commission éducation, que des gens qui ont réussi dans les affaires, qui ont fait leurs preuves, qui ont pris leur retraite, eh bien, un des rôles qu'ils pourraient avoir dans la nouvelle transition, c'est de permettre à des jeunes qui démarrent de leur faire bénéficier de leur expérience. Parce que dans la vraie démocratie, chacun est capable de créer et chacun doit comprendre que contrairement à ce qu'on nous a fait croire, chacun a la possibilité de créer de la même manière que des gens qui ont déjà créé avant eux, que ce soit dans le domaine artistique ou que ce soit dans le domaine aussi de l'économie et de la finance. Eh bien, hier, j'ai participé hier et samedi, j'ai participé à ce séminaire où il y avait environ 150 personnes invitées par un monsieur qui a démarré tout petit il y a une quarantaine d'années, qui n'avait même pas fait d'études, qui était un simple ouvrier et qui a eu l'idée de créer qui a eu le culot de créer son entreprise et de développer. Il a eu jusqu'à 700 employés et puis il a vendu, il a pris sa retraite. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il passe sa vie à former des jeunes, à pouvoir créer de leur côté tout ce qu'ils ont envie de créer avec une aide, que ce soit une aide au niveau juridique, une aide au niveau avocat, au niveau entreprise, etc.
Et donc, je m'attendais à rencontrer des chefs d'entreprise, etc. Et j'ai eu la chance et la joie de rencontrer 150 résistants, dont une bonne partie connaissent le Conseil national de transition français Canal historique. Des gens qui sont des jeunes de toute origine, de toute nationalité, qui se sont lancés dans les affaires, qui ont commencé à réussir dans un certain nombre de choses, ou qui veulent le faire en utilisant les bons côtés ou les failles, je dirais, du système, et en faisant même de la fraude fiscale légale. La fraude fiscale légale, c'est tout simplement profiter légalement du système en utilisant les failles que ce système a pour éviter de se faire arnaquer comme on le fait en permanence en redonnant 80% de ce qu'on gagne quand on gagne de l'argent à un État qui gaspille les fonds et qui se les met dans les poches de l'oligarchie. Et j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui sont des lanceurs d'alerte, et j'ai eu la chance de rencontrer une personne qui est un inventeur, qui a inventé des techniques électromagnétiques qui permettent de soigner les gens, et qui lui aussi se croyait tout seul. Et entre non-vaccinés, on était bien contents aussi de se rencontrer, parce que tous ces gens-là que j'ai vus étaient vraiment stupéfaits de se rendre compte que finalement, eh bien, il y a beaucoup plus de gens qui se croient seuls, mais qui en réalité ne sont pas seuls. Parce qu'on pense déjà actuellement que 10% de la population française commence à se rendre compte qu'on se fait avoir par le système du nouvel ordre mondial depuis déjà très longtemps. Et donc, c'est un très bon espoir pour l'avenir et pour une révolution pacifique. Voilà ce que je voulais dire pour commencer. Et je les salue tous parce que je sais qu'un certain nombre vont nous écouter aujourd'hui. On les salue, effectivement, avec grand plaisir. Alors, je voudrais juste revenir sur un brin de terminologie. Et tu as parlé de fraude fiscale légale. On parle plutôt maintenant d'optimisation fiscale. Ou est-ce que je me trompe dans le sens Non, c'est bien ça, optimisation fiscale. Optimisation fiscale pour éviter de se faire taper sur les doigts, d'encourager une fraude quelconque. Ça serait quand même dommage. Donc, oui, voilà. Si je parle de fraude fiscale légale, c'est que l'avocate qui était invitée nous expliquait toutes les magouilles du fisc et toutes les fraudes que fait le fisc lui-même pour espionner, tricher et voler toutes les informations qu'on peut avoir, notamment sur les réseaux sociaux. Donc, cette avocate nous disait qu'il faut avoir absolument aucun scrupule à utiliser les failles du système, mais dans le bon sens. C'est-à-dire, effectivement, en optimisant les choses, mais pas quelque chose qui s'adresse à des gens riches, quelque chose qui s'adresse à des personnes comme vous et moi qui démarrent petits et qui, de toute façon, dès le départ, se font plumer. Eh bien, maintenant, à notre tour de plumer le fisc. D'accord, beau programme. Il y en a un aussi qui veut plumer les Français, c'est Gabriel. Oui, Gabriel, c'est pas bien ce que tu es en train de faire. Non, il faut rendre l'argent aux Français parce que les caisses de chômage sont excédentaires. L'actualité en images et on se retrouve juste après. Gabriel Attal a dévoilé les contours de la réforme de l'assurance chômage. Il faudra désormais travailler 8 mois sur 20 mois au lieu de 6 mois sur 24 mois. Le Premier ministre assure que c'est le seul moyen d'atteindre le plein emploi. Est-ce qu'il a raison ? Non. Non, d'abord parce que une réforme de même nature a déjà été faite en 2019. Et d'ailleurs, dans ce même interview, Gabriel Attal dit que cette réforme a montré ses résultats. C'est pas vrai. Il y a un rapport de la DARES qui a été fait sur la conséquence en matière d'emploi de la réforme de 2019 sur l'assurance chômage. On parle de 20 000 créations d'emplois. Il y a 350 000 emplois non pourvus en France et il y a plus de 5 millions de personnes qui sont en recherche d'emploi. C'est pas la bonne solution. Alors. Mais bien évidemment. Donc première question. Comment le Premier ministre peut nous dire ça a montré ses résultats alors que les rapports de la DARES, c'est le ministère du Travail, c'est les services du gouvernement qui disent pas tout à fait la même chose. Non, si. C'est exactement le rapport de la DARES. Tout le monde pourra le vérifier. Deuxièmement, il faut dire la vérité. La vérité, c'est que Gabriel Attal veut mettre la main sur la caisse de l'Unédic qui est excédentaire. La caisse de la réforme de l'assurance chômage aujourd'hui, elle est excédentaire. Il y avait déjà a pas de problème de déficit. Plusieurs dizaines de milliards de dettes, faut quand même le rappeler. Elle est aujourd'hui excédentaire. Qu'est-ce que veut faire Monsieur Attal ? C'est pas du tout en matière d'emploi en fait. Il veut venir piquer de l'argent sur les cotisations pour venir abonder les problèmes de déficit de l'État. Voilà la réalité, de mon point de vue, la véritable intention qu'il y a derrière cette réforme. Sauf que cette réforme, elle va avoir une conséquence extrêmement claire. Il va falloir refaire les calculs sur la base des dernières annonces de Gabriel Attal ce matin, mais c'est sans doute à peu près 30% des personnes qui ont droit à une indemnité chômage aujourd'hui qui vont voir leur indemnité baisser.
Ah, c'est tout un art la politique, hein. Comment savoir prendre d'un côté pour remettre de l'autre. En même temps, si on le vole, c'est pas plus mal, personne ne le verra. Enfin, le verra. Alors moi je dirais, Sylvain, une chose toute simple, après je vous passe la parole, c'est que de Attal à Attali, il n'y a qu'un i qui sépare les deux. Oui, mais tu dis que... Oui, vas-y, Christiane. Oui, on va encore augmenter la précarité des personnes en difficulté parce que trouver un travail, c'est pas forcément la chose la plus facile à faire. Et les personnes ne sont pas volontairement, ne restent pas volontairement dans cette situation, sauf cas particulier. Et en même temps, quelquefois, c'est plutôt bien de prendre du recul, de se remettre en état pour reprendre une activité qui correspond à l'épanouissement personnel. Donc, moi, je trouve ces mesures, on cotise et puis derrière, on nous prend l'argent. C'est comme pour la diminution des retraites, l'augmentation de l'âge, etc. Ben, c'est la politique qu'il continue à mener. Oui, Philippe. Oui, donc effectivement, tu as dit, Sylvain, une chose intéressante, c'est que la politique, c'est tout un art. Et moi, j'ai quand même le sentiment que cet art est en train de disparaître. Parce que M. Attal, quand il nous affirme que effectivement, il y a qu'à voir les résultats, sous-entendu, ils sont excellents, alors que ce monsieur nous explique qu'ils sont à l'inverse de l'excellence, mais totalement à l'inverse. Donc, on est dans l'inversion. Mais j'ai envie de dire qu'en guise de talent, il nous assène des mensonges que les gens entendent comme des vérités. En l'occurrence, que tout va bien. Et ça, c'est pas du talent, ça, c'est de la tricherie et c'est de l'impuissance. C'est de l'incapacité à parler correctement à un peuple qu'on est censé représenter. Donc ça, c'est quand même des choses graves. Se faire asséner des choses comme ça, des fausses vérités qui sont carrément des mensonges ou des contre-vérités. Et c'est particulièrement affligeant. Et j'ai trouvé que la personne qui rendait un petit peu, qui faisait le ping-pong avec cet interlocuteur majoritaire là, et qui essayait, de son point de vue à elle, en tout cas, ce monsieur, de minorer un peu la responsabilité du gouvernement en disant oui mais. À chaque fois, il essayait de minorer un petit peu la dangerosité des choses, mais son interlocuteur majoritaire lui disait non, c'est pas comme ça, c'est comme ça et comme ça. Donc effectivement, on essaye de détourner la vérité, et l'autre monsieur qui sent aux cheveux blancs, hein, celui qui se mettait du côté du gouvernement, avait l'air lui d'avoir un petit talent politique, en tout cas connaître les dossiers, ce qui est déjà pas mal. Donc, mais il s'est fait renvoyer dans ses 22. Il n'a pas eu raison parce qu'on lui a fait remarquer que c'était pas vrai ce qu'il disait, quoi. Donc voilà, donc on envoie des émissaires, on fait en sorte que quand on parle soi-même dans le micro, nous membres du gouvernement, hein, quand on est membre du gouvernement, eh bien on dise des choses fausses et des mensonges. Comment voulez-vous que la confiance règne d'une part? Et puis quant au principe de prendre dans les poches des autres pour remplir celles qu'on n'a pas su gérer, c'est vieux comme la politique et c'est vieux comme c'est comme ça que Louis XVI est tombé, hein, je dirais. Hein. Monsieur Necker a trouvé des solutions tellement merveilleuses que ce fut la Révolution française, quoi. Je schématise un peu, mais ça revient à ça. Et pour des raisons à peu près équivalentes à ce qu'on a entendu à l'instant sur ce reportage. Donc je te remercie, Sylvain. C'est vieux comme la politique, le système évidemment. Comment changer le système de l'intérieur, c'est ce que nous allons étudier ce soir. Alors Sylvain, moi je vais tout de suite commencer par une phrase qui me tient à cœur, c'est qu'on ne change pas frontalement un système démoniaque. La stratégie, c'est de le parasiter et le miner de l'intérieur. Un peu comme une prison en bois, imaginez une forteresse en bois dans laquelle on est tous enfermés. Et bon, il y a des gens qui croient qu'il faut arriver avec un rouleau compresseur, proposer un coup d'État ou faire d'énormes manifestations ou faire des insurrections. Ça n'aboutit qu'à quoi? Qu'on se fait attaquer, on se fait repousser. Et les tireurs du haut du mirador de la prison ont vite fait de mater la rébellion. Non, ce qu'il faut faire, c'est comme les termites. Les termites dans le bois, vous savez ce que c'est les termites, hein? Les termites qui attaquent tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et puis un jour, la prison s'écroule et tout le monde est libre. Et ceux qui gardaient la prison ne se sont même pas rendus compte de ce qui se passait pour eux. Donc il y a des tas de façons, il y a des tas de moyens d'utiliser, donc de changer le système de l'intérieur. C'est-à-dire on peut profiter du système pendant un certain temps et puis le changer de l'intérieur en permettant à ceux qui sont dans le système de découvrir que finalement ils se font eux aussi avoir.
Et c'est ce que nous faisons, Christiane peut encore le rappeler, ce que nous faisons déjà depuis un moment au Conseil national de transition français canal historique, en envoyant des mises en demeure à un certain nombre de responsables qui font partie de l'oligarchie ou qui travaillent pour elle, pour leur faire comprendre qu'il y a autre chose et qu'il faut arrêter de se faire, je dirais, de se faire exploiter, parce que ces gens-là, souvent, ceux qui sont les intermédiaires, pas les grands patrons, pas les grands oligarques, mais ceux qui travaillent pour eux, les hauts fonctionnaires, etc. Très souvent, ils se font exploiter. Eux-mêmes exploitent les autres, souvent, mais ils se rendent pas compte qu'ils se font exploiter et ils se rendent pas compte qu'ils sont totalement dans des crimes contre l'humanité, comme ça se passait d'ailleurs pour les officiers, les sous-officiers nazis quand ils travaillaient dans les camps de concentration pour leur chef. Certains ne faisaient qu'obéir aux ordres. Et ils n'avaient pas conscience qu'ils étaient eux-mêmes coupables. Donc c'est un moyen d'intervenir déjà d'une manière à l'intérieur du système, mais il y a d'autres choses qui permettent d'intervenir. Par exemple, si je parle du système financier, des banques qui contrôlent ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial, qui sont plus puissants que les États et plus puissants que les soi-disant gouvernants, eh bien, ces gens-là, ils sont dans le système financier. Eh bien, dans le système financier, il y a des tas de choses qui se passent actuellement, qui utilisent le système, mais pour le modifier, pour le changer à l'intérieur, en profondeur. Il y a par exemple les nouvelles crypto-monnaies, comme le Bitcoin et d'autres, où on peut gagner de l'argent, développer des affaires sans passer par les banques. Il y a aussi les microcrédits qui se développent de plus en plus entre gens du peuple dans certains pays, notamment africains. Il y a aussi le système financier quantique qui a été promotionné et développé surtout par les BRICS, justement pour faire face à la puissance du dollar et de la Fed. Donc, il y a énormément de choses qui bougent actuellement, notamment dans le domaine financier, pour justement lutter de l'intérieur contre le système qui nous opprime. Donc, je vous passe la parole parce qu'il y a d'autres manières d'intervenir pour changer le système de l'intérieur. Oui, et je voudrais juste rajouter dans ta liste, on en parlait tout à l'heure, de la consommation locale. C'est aussi une forme de résistance de l'intérieur, d'aller acheter sa farine à un minotier, s'organiser pour faire des groupements d'achat, et c'est déjà bien répandu. Donc c'est une façon aussi de lutter contre les grandes firmes, les grands centres de distribution qui nous vendent de la mauvaise qualité. Le troc, les monnaies citoyennes aussi. Alors, en attendant de se lancer dans l'élevage des termites, on doit forcément à un moment donné faire appel à nos propres ressources, mais on peut aussi avoir la chance d'avoir un élément extérieur qui vienne nous aider. C'est l'exemple des termites en fait, mais c'est un élément plus extérieur. Si on veut mettre notre destin entre nos mains beaucoup plus qu'entre des petits insectes sympas, qui feraient écrouler les prisons, telles les trompettes de Jéricho, n'est-ce pas? Eh bien, il faut tout simplement le créer. C'est ce qu'on vient d'évoquer déjà maintenant, mais et on peut aller plus loin. On peut aller refaire politique locale, aller voir les maires. On va le faire, on le fait déjà. Rencontrer des personnes à qui on va expliquer la situation et on va surtout expliquer le moyen de s'en sortir et de leur expliquer surtout qu'elles ont, ces personnes, la puissance pour le faire, quoi. Alors que jusqu'à maintenant, elles sont convaincues que la politique, c'est quelque chose laissé aux professionnels et qu'elles n'y connaissent rien, etc. Et qu'elles ont de la chance d'avoir Monsieur Attal comme Premier ministre, qui nous explique que tout va bien quand tout va mal. Donc ça, il faut effectivement du talent pour faire ça. Donc il faut reprendre notre destin en main avec courage, avec force et avec détermination et avec information. Donc l'information, c'est notre rôle principal. Donc je dirais que l'information, plus que jamais, au sein de notre travail, c'est ça qui nous permet d'obtenir des outils de l'intérieur, de faire avec des outils de l'intérieur, de faire bouger les choses. C'est notre capacité à informer dans un premier temps, notre capacité également à réunir et à faire avancer. Oui. Ce que fait Monsieur Attal, ce n'est pas du talent, hein, c'est tout simplement ne pas avoir de scrupules. Voilà, c'était un peu ironique de dire du talent. Effectivement, c'est plutôt l'absence de scrupules qui convient à lui et les autres. On est bien d'accord. Et un politicien qui n'a pas de scrupules, enfin qui a des scrupules, pardonnez-moi, qui aurait des scrupules, ne serait plus politicien. Je suis désolé de le dire, mais c'est exactement comme ça qu'il faut le dire. C'est un métier. C'est un métier, voilà. Oui, Jean-Pierre. Alors, est-ce que Jean-Pierre a des choses à nous dire au pied Oui, j'ai relevé quelques mots. Alors, encore une fois, on nous a volé notre vocabulaire. Et alors, comme les termites, c'est à nous d'en reprendre un morceau à la fois.
Et c'est ce que je vais essayer de faire. Alors, la politique, normalement, c'est la vie de la cité. Alors, il y a des gens qui bossent pour la mort de la cité. Et alors, ils trouvent que le résultat est très bon de ce qu'ils ont fait. Bon. Ça, c'est par rapport à ce qui a été dit dans le reportage. Hein. Alors, effectivement, selon leurs critères de chercher la mort de la cité, il peut être très bon le résultat. Et puis, le voyage de changer les choses par l'intérieur. Alors, moi, l'intérieur, comme je vis souvent seul, ben, j'ai un intérieur, c'est à l'intérieur de moi-même. Et est-ce que je peux changer de regard? Par exemple, sur une personne que je déteste. J'ai eu le conseil récemment de quelqu'un qui m'a dit, écoute, pense à quelqu'un dont tu aimes bien les qualités et essaye de les voir chez tout le monde. Bon. Alors, j'ai essayé, et effectivement, une personne que je déteste a une qualité de courage. Enfin, j'ai choisi une personne qui vraiment j'ai pas envie de l'approcher, quoi. Et elle est très bosseuse, cette personne-là. Elle va pas dans mon sens, d'accord. Mais elle est bosseuse. Alors, est-ce que je peux changer mon regard de l'intérieur sur des gens et sur des situations? Et un peu comme je vous l'ai dit l'autre jour, le jour d'aujourd'hui, l'instant présent, c'est une bénédiction. C'est un instant où tous les possibles sont ouverts, à condition que j'ai le regard approprié pour profiter des possibles. La malbouffe est chère, tant mieux, n'en achetez surtout pas. C'est un privilège. Parce que si elle n'est pas chère, on va être tenté d'en acheter, cher ami. Donc, il y a comme ça, je suis capable d'apprécier la circonstance présente et d'en être tellement heureux qu'elle ne peut pas faire autrement que d'évoluer dans le bon sens. Voilà, merci de m'avoir entendu. J'ai parlé au nom de tous les miens, et paix avec vous, paix pour le monde entier, et paix en moi. Alors, moi, je voulais rajouter que nul ne peut nous empêcher de créer. Comme tu disais, Philippe, nous allons créer notre propre vie autour de nous. Et simplement, je vais donner l'exemple d'un fruit pourri de l'intérieur. On peut éventuellement récupérer une partie, mais en général, on le jette et on prend un nouveau sans tache. Tout ça pour dire que il y a des personnes qui pensent qu'on peut changer le système en rentrant dans la politique, en se présentant notamment aux élections et en votant pour des représentants. Or, un système qui ne respecte aucune loi, qui est corrompu, qui ment en permanence, je pense pas qu'on puisse changer les choses en étant dans ce système, mais en étant, comme on a dit jusqu'à présent, justement en parallèle, en créant notre structure parallèle qui petit à petit va être validée par le peuple et que le peuple va mettre en avant. Donc la première chose à faire évidemment, c'est que les usurpateurs au pouvoir soient arrêtés et qu'on puisse enfin vivre dans une vraie démocratie. Alors oui, je veux bien reprendre. À propos du mot système, je me pose la question, est-ce qu'il est bien employé en l'occurrence? Un système, ça s'équilibre, ça tourne en rond et ça peut perdurer. On peut changer de système au bout d'un certain temps parce qu'on en a marre, mais de lui-même, il continue tout seul. Or là, on n'est plus dans un système puisqu'on est dans un plan. C'est-à-dire que ces messieurs nous ont expliqué qu'ils voulaient nous réduire à 90% de la population, faire du reste de la population des esclaves, et que là, on allait carrément changer de système, si vous voyez ce que je veux dire. Et ça sera catastrophique. Donc, on n'est plus dans un système qui s'auto-équilibre. On est dans un système où effectivement tous les mensonges sont permis, toutes les propagandes sont permises, toutes les guerres sont permises, pourvu qu'elles partent d'en haut et qu'elles nous soient assénées comme des vérités premières et que nous n'avons plus en tant qu'être humain qu'à suivre en quelque sorte. Donc, le mot système, je le remplacerai plus par un plan aujourd'hui. On n'est plus dans un système, mais plus dans un plan qui a été parfaitement établi par ces messieurs. Donc, réduction de la population, on n'aura rien et on sera très heureux. Donc, bonne chance à tous pour ça. Et voilà, donc c'est plus un système, c'est un plan qui arrive au bout. Et ils veulent arriver au bout de ce plan. Donc, à nous d'imposer notre système, j'espère,
qu'on a appelé un changement de paradigme parce que c'en est un, mais nous faire rentrer dans un autre vrai système qui pourra s'équilibrer et qui sera viable pour le reste et pour l'ensemble de la population. Voilà ce que je voulais dire. Alors, c'est vrai, Christiane et Philippe, que changer le système de l'intérieur, il y a certaines précautions à prendre, parce que il faut pas s'approcher trop près des gens qui sont les chefs qui gouvernent, parce que à partir de là, ils peuvent soit essayer de nous corrompre, soit carrément nous tuer, soit carrément nous détruire, soit s'arranger, comme dans toutes les mafias, pour menacer notre famille, pour faire un certain nombre de choses qui sont pas très jolies. Alors que si on agit à bas bruit, à partir de la base, eh bien, on retrouve l'image des termites de tout à l'heure, c'est que le jour où ça s'effondre, eh bien, ces gens-là, qui étaient tout à fait au sommet, eh ben, ils étaient au 10e étage en haut, ben, d'un seul coup, ils se retrouvent par terre. Et ils savaient pas, ils n'ont pas vu venir. Donc, il faut surtout pas, voilà, il faut surtout pas faire comme certains, par exemple, certains lanceurs d'alerte qui ont cru bon de vouloir se présenter aux élections présidentielles ou à d'autres élections, parce que alors là, on se fait ratatiner et en plus, on se fait ridiculiser par ces gens-là. Donc, c'est pas la solution. La solution, c'est quand même une utopie, Bruno, de vouloir se présenter aux élections présidentielles quand on sait aujourd'hui ce que représente le pouvoir, la corruption et ce genre de choses. Exactement. Bah d'ailleurs, Coluche disait, alors c'est peut-être un mot un peu un gros mot, mais lui, Coluche parlait des élections pestilentielles. Ouais. Oui, et je crois que le grand changement de l'intérieur, c'est pas que le système qu'il faut changer, ou alors il faut considérer que chaque être humain fait partie du système et qu'il est marqué par le système. Donc il va falloir se démarquer à titre individuel du système. Ça passe par l'éducation, ça passe par l'information, et ça passe par des changements simples mais radicaux. Du style transformer la compétition en complémentarité. Si on arrive à faire ça dans un monde nouveau, on aura déjà fait une grosse bascule. Et on se sera changé nous-mêmes, parce que ça, c'est de l'ordre de la prise de conscience pour chaque individu, pour soi-même. Et il peut même se faire juger par les membres de sa famille, par ses proches, par ses amis, sur le thème, bah, tu as été partageux ou tu as été dans la compétition. Or, plus on est dans la compétition, plus on devient agressif et surtout plus on devient orgueilleux et plus on déprime quand on ne réussit pas ou qu'on a l'impression de ne pas réussir. C'est pour ça que les gens aujourd'hui ne veulent pas aller en politique, car ils ont le sentiment d'une compétition dans laquelle ils n'ont aucune chance. Et évidemment, tout ça favorise et va dans le sens des intérêts du nouvel ordre mondial. Donc voilà, donc il faudra aussi se changer soi-même. Ça passera par de l'éducation, par de l'information, par de la prise de conscience d'une part, mais surtout par de la prise de confiance, prise de confiance en soi. Qui ne veut pas dire qu'on accélère la compétition, bien au contraire, mais qui veut dire qu'on accélère notre empathie, c'est-à-dire notre capacité à travailler en groupe, ensemble, à faire les choses ensemble pour le bien commun. Voilà. Ça sera une grosse partie également de changement au niveau personnel de chaque individu, chacun d'entre nous. Voilà. Il est important aussi de savoir vivre un petit peu en marge pour ne pas être contaminé. Alors quand je dis vivre en marge, c'est ne pas regarder la télévision, c'est ne pas s'informer de façon conventionnelle. On se comprend bien. Oui, Bruno. Oui, je voulais juste rajouter à ce que tu dis, Sylvain, que effectivement, il y a des gens qui agissent aussi de l'intérieur à partir du moment où ils sont résistants. Je pense l'exemple de certains profs, de certains enseignants qui ne suivent pas forcément toujours le programme qu'on leur impose et qui arrivent à faire passer certains messages à leurs élèves. Donc, à partir du moment où on a des opinions qui permettent de comprendre que ce qui se passe, c'est pas très bon, eh bien, on peut aussi agir tout en étant soi-même membre d'un système, mais essayer justement de le modifier à bas bruit de l'intérieur. Et l'éducation des enfants est un sujet majeur. Hein. C'est vraiment par là qu'il faut commencer, parce que c'est par là que le mal arrive le plus fort. C'est par là aussi qu'il faut réagir. Je connais des enseignants, qui travaillent, comme tu viens de l'évoquer à l'instant, Bruno. Ce sont des héros du quotidien. Hein. Il faut qu'ils passent à travers les mailles du filet. Il faut qu'ils passent à travers les mailles de la censure, du contrôle. Et qui leur est envoyé par l'État. Donc c'est compliqué, mais certains y arrivent très bien. Et bravo à eux. Jean-Pierre, aurais-tu envie de laisser un petit mot avant la fin? Je te vois prendre des notes. Ah oui, alors j'ai pris des notes pendant tout le temps. Et j'ai retenu dans mon esprit, parce que j'ai tellement bien pris les notes que j'arrive pas à les relire, mais j'ai retenu le mot éducation. Et André Stern a fait la préface d'un livre de quelqu'un qui dit il faut pas trouver
une éducation alternative, mais une alternative à l'éducation. Et André Stern propose l'idée de changer de regard sur le fait que un enfant peut découvrir le monde par lui-même, par son propre intérêt, sa propre curiosité, son enthousiasme, plutôt que de le forcer à apprendre quelque chose qu'il n'a pas envie d'apprendre maintenant. Donc, André Stern, j'écoute beaucoup ses vidéos et je trouve qu'il est un des pivots justement du nouveau paradigme, dans le sens où il propose un regard nouveau sur l'être. D'ailleurs, Jean-Pierre, et comme l'a dit tout à l'heure Philippe parlait d'orgueil, mais il y a un orgueil bien placé qu'il faut avoir quand on est dans une vraie démocratie, c'est de se dire soi-même que oui, on est capable de se gouverner soi-même et qu'on est capable de réussir dans ce qu'on veut faire, dans quoi que ce soit, et qu'on n'a pas besoin de représentants pour travailler à notre place, ou pour nous dominer, ou nous faire travailler pour eux. Oui, Philippe. Non, effectivement, je disais qu'en matière d'éducation, pour rebondir sur André Stern, il y a, comment dirais-je, une page blanche. Voilà, on va partir d'une page blanche. C'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire que il y a plusieurs personnes, de nombreuses personnes, qui ont des idées assez précises sur la meilleure façon de s'adresser à nos jeunes, à nos enfants, pour leur dresser un tableau du monde autour de nous qui soit le plus fidèle possible et le plus réaliste possible. Il existe plein de gens qui disent je connais telle méthode. Et la chance que nous avons aujourd'hui, c'est la quasi-certitude que dans quelques années, peut-être même quelques mois, on aura à sortir les pages blanches et à écrire dessus. Donc, on n'est pas obligé d'attendre des échéances aussi longues. Il y a des enseignants comme Monsieur Stern qui en fait partie, qui ont déjà leur idée sur la question, qui disent qu'il faut laisser faire les enfants. Enfin voilà, il y a tout un tas d'informations autour de ça. On sait à coup sûr que l'éducation dite nationale a fait son travail, notamment pendant la Troisième République, pour apprendre aux jeunes à lire et écrire. Ce que la République a déclaré comme étant unique, alors qu'en fait on s'aperçoit que dans chaque village de l'Ancien Régime, il y avait au moins une personne qui savait lire et écrire. Mais bon, ça, je passe l'info. Il ne s'agit plus de simplement savoir lire et écrire, mais de comprendre le monde et savoir vivre ensemble. Et ça s'apprend aussi à l'école. Et on a besoin de remplir cette page blanche, pour l'instant en tout cas, car on sait pertinemment que le système d'éducation actuel, eh bien, il est caduc et qu'il va falloir le revoir en profondeur. Voilà. En synthèse de ce qui a été dit dans cette émission, je vais dire ces mots, être présent dans l'instant présent pour observer comment fonctionne le système afin de mieux le changer. N'oublions pas que nous sommes lundi et que le lundi, eh bien, il y a la réunion avec les adhérents sur la salle Zoom que vous connaissez puisque vous recevez la newsletter. Eh bien, le moment est venu de vous libérer et de vous donner rendez-vous mercredi pour une nouvelle émission de la France Libre avec le Conseil national de transition français, Canal historique. Merci Philippe, merci Christiane, merci Jean-Pierre, merci Bruno, merci à vous également. Excellente soirée, à mercredi.